Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur le stand F38, le stand partagé FEDEPSAD et UPSADI pour une nouvelle journée d'échange sur notre plateau télé. Nous accueillons ce matin le président de la Haute Autorité de Santé, Lionel Collet. Lionel Collet, bonjour. Avec nous également Nathalie Creveux, déléguée générale de l'UPSADI. Bonjour. Et Alexandra Duvauchel, déléguée générale de la FEDEPSAD. Bonjour. Alors avec vous, Lionel Collet, on va aborder ce matin le sujet de la certification d'EPSAD avec un bref rappel des faits. La LFSS 2021 a introduit une obligation de certification de bonnes pratiques professionnelles pour les prestataires de santé et les distributeurs de matériel. Et la HAS a publié le référentiel en juin 2024. Il reste aujourd'hui à finaliser et valider la procédure de certification pour en permettre le déploiement opérationnel. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette certification va concrètement se mettre en place et en quoi elle est un véritable levier d'amélioration pour le système de santé ? D'abord, merci d'avoir rappelé le calendrier. Une LFSS pour 2021, le référentiel en juin 2024, mais il faut rappeler qu'il y a 3 niveaux. Il y a d'abord le référentiel, nous l'avons publié, donc déjà l'ensemble des professionnels a la possibilité de s'en emparer. Ensuite, il y a ce qui s'appelle la procédure certification, je vais y revenir. Et puis, il y a la troisième étape qui est un rôle du COFRAC qui va être amené à accréditer des évaluateurs particuliers. Ça, ce n'est pas la HAS. Alors maintenant, la préoccupation qui peut être la vôtre, c'est la procédure certification. C'est ce que vous évoquez actuellement. On va faire très simple. Il y a eu un premier décret qui ne répondait pas. À l'ensemble des questions, notamment des questions en lien avec l'anonymisation, la pseudo-anonymisation, quand vous voulez, des données, à la question des nouveaux entrants dans le domaine. Donc ça conduit à un second décret qui a été publié en mars 2026, donc il y a à peine 2 mois, qui nous permet à présent d'avancer sur la procédure de certification. Mon souhait, je veux dire, vu le travail en cours, c'est que nous soyons en situation de le publier d'ici fin octobre de cette année. Donc que les choses soient claires. Donc maintenant, pourquoi la certification ? D'abord, il faudrait le demander au pouvoir public, mais si vous me demandez ce que je pense de la certification, je vais vous répondre. D'abord, je suis totalement favorable à ces procédures de certification. J'y suis favorable pourquoi ? C'est que ce soit pour les professionnels que vous êtes, mais y compris pour la certification des établissements de santé, y compris pour la certification périodique des professionnels de santé. Dans tous les cas, c'est le même enjeu. C'est garantir la qualité des professionnels des établissements partout sur le territoire français. Donc ça, c'est un enjeu qui est un enjeu de qualité. Alors il peut y avoir d'autres enjeux qui sont des enjeux financiers du côté du ministère. Pour vous, c'est bien évident, je ne me pose même pas la question. Mais pour nous, c'est l'intérêt de la qualité de notre système de santé. Alors Nathalie Creveux, pourquoi cette certification d'EPSAD, elle constitue un levier aussi de reconnaissance de votre activité tout simplement ? Vous le savez, nous portons collectivement depuis plusieurs années l'ambition que notre secteur, que les prestataires de santé à domicile soient reconnus comme de véritables acteurs de santé, de vraies ressources du système de santé. Pour nous, l'annonce de la recommandation par le rapport IGAS à l'époque d'une certification pour les prestataires, nous l'avons accueilli forcément extrêmement positivement. Pour nous, c'est la première étape, en fait. C'est un gage de qualité tout à fait nécessaire qui va démontrer la pertinence, la qualité des pratiques, l'intégrité, l'éthique, la traçabilité qui sont suivies par les prestataires. Et nous l'espérons, c'est la première étape vers cette reconnaissance que nous appelons de nos voeux. Merci Nathalie Creveux. Lionel Collet, un autre sujet, c'est celui de l'article 58 et de la dissociation tarifaire. La HAS joue également un rôle primordial dans l'évaluation des dispositifs médicaux. Cet article 58, applicable depuis le 1er janvier 2026, il exige désormais une évaluation dissociée entre les produits d'une part et les prestations. Comment la HAS envisage-t-elle d'évaluer cet aspect important de l'activité d'EPSAD ? Donc vous avez raison, sauf erreur, c'est la LFSS pour 2023 qui est à l'origine effectivement avec cet article 58. Alors ça, je sais que c'est un sujet qui préoccupe toujours les professionnels, la notion de dissociation, y compris dans des secteurs non concernés. Vous avez pu suivre, le milieu de l'audioprothèse s'inquiétait de savoir si l'article 58 allait s'appliquer effectivement aux audioprothésistes entre la vente, la délivrance de l'appareil auditif et l'acte, on va dire, d'appareillage. Alors très concrètement pour nous, on a une commission qui s'appelle la CNEDIMST. Pour simplifier, c'est la commission qui évalue les dispositifs médicaux et que vous connaissez tous très bien ici. Cette commission a l'expérience dès aujourd'hui d'une évaluation conjointe du DM
et de l'acte. Ce que ça va changer pour nous, eh bien, je vais vous dire, pas grand-chose. Pas grand-chose parce que déjà aujourd'hui, on évalue l'ensemble, bien souvent. Ce que ça va changer, c'est que dans le rendu, on va dissocier les deux parties. La partie DM, qui pourra avoir un SA, un service attendu, vous savez, une amélioration du service attendu, et la prestation, qui sera évaluée en soi, mais en même temps, et pour lequel on a à définir sous quelle forme on va caractériser effectivement la prestation. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que cette évaluation conjointe est déjà la réalité aujourd'hui. C'est la présentation qui va être modifiée. D'accord. Alexandra Duvauchel, pourquoi c'est si important pour les PSAD que la HAS évalue justement de façon distinguée les produits d'un côté et les prestations de l'autre? La première chose que je souhaiterais dire, c'est que nous ne sommes évidemment pas opposés à cette évaluation dissociée de la prestation d'une part et du dispositif médical d'autre part. Ce qui nous pose une plus grande interrogation, c'est la notion de critères d'évaluation relative à la prestation. Jusqu'alors, cette évaluation, comme vous le disiez, était complètement associée, mais évaluation qui était portée exclusivement par les fabricants sur la base d'un dossier d'inscription porté sur le dispositif médical dans lequel le fabricant portait une définition de prestation qui n'était pas d'ailleurs nécessairement totalement et parfaitement adaptée à la réalité terrain qui était le résultat organisationnel terrain et des relations et des besoins patients qui étaient demandés aux prestataires. Et c'est ça la vraie difficulté, c'est la raison pour laquelle nous appelons de nos voeux un travail collégial avec bien évidemment vos services et d'autres si d'autres devaient y être associés pour définir des modalités concrètes, pratiques et adaptées à la prestation, d'évaluation qui permettent aussi d'intégrer des notions d'efficience au parcours, de pertinence, de qualité des pratiques pour l'évaluation spécifique de la prestation. Parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, l'enjeu de l'évaluation de la prestation, il porte sur la juste rémunération et donc la meilleure répartition de valeur. Et c'est là où je pense qu'on doit travailler ensemble pour favoriser, je dirais, une distinction. Vous l'évoquiez, service attendu d'un dispositif médical, il est sur une amélioration par rapport à un autre dispositif médical. La prestation relève d'un autre champ. Là où auparavant, c'était une évaluation globale qui était pertinente à l'époque, aujourd'hui, on trouve très intéressant, au contraire, d'essayer de réfléchir sur mieux définir la prestation, mieux associer les prestataires et les professionnels de santé qui font appel à nous pour accompagner les patients. Donc, garantir une définition de prestation adaptée effectivement à la prise en charge requise, personnalisée autant que faire se peut. Et ensuite, effectivement, des critères d'évaluation qui soient parfaitement adaptés à la prestation. Si vous me permettez de reprendre la parole, vous savez qu'on a publié une première liste de prestations qui, je crois savoir, n'enthousiasme pas totalement, mais il y a déjà une première liste qui a été publiée et c'est une base de travail pour avancer sur le sujet. Vous avez raison, toutes les prestations ne se valent pas. Attention, je ne parle pas des opérateurs, je parle du rôle du prestataire en termes de prestations selon l'outil, ça c'est bien évident. Il y a des domaines que je connais bien dans lesquels le rôle de ce qu'on va appeler l'opérateur est fondamental. Je ne dis pas que le DM ne joue pas, c'est pas vrai, mais il y a plus de variabilité dans l'efficacité humaine que dans celle en comparaison d'un certain nombre de dispositifs. Donc il est légitime que ce soit récompensé, rémunéré en tant que tel. Mais il faut pouvoir définir ses prestations. Alors vous commenciez à l'évoquer et vous nous l'avez indiqué lors de la préparation de cet échange, la valeur ajoutée d'un produit de santé repose notamment sur la qualité de l'opérateur qui accompagne sa mise en place. L'EPSAD joue précisément ce rôle d'accompagnement auprès de 4 millions de patients et il se félicite de la mise en place d'une nomenclature favorisant la performance au traitement, que l'on appelle aussi paiement à l'observance. Identifiez-vous d'autres leviers qui permettraient de garantir la performance de l'accompagnement de manière qualitative et si oui, lesquels et comment la HAS s'en saisit-elle aujourd'hui? Alors, d'une manière très générale, il y a un critère qui est insuffisamment proposé par les professionnels en termes de critères solides, qui est ce qui relève de la qualité de vie pour l'usager, pour le patient au bout. Or, cette qualité de vie, elle est essentielle pour nous, elle va l'être de plus en plus. C'est là où nous attendons, indépendamment du DM. Donc, si moi j'avais une recommandation à faire, avancer des arguments, des critères, des chiffres, de la science pour montrer ce qu'il y a en qualité de vie pour le patient au bout de la chaîne. C'est là-dessus, moi, que je vous attends. Merci Lionel Collet. Alexandra Duvauchel. Oui, moi je voulais rebondir sur votre première remarque relative à votre ambition
calendaire de finalisation de la procédure de certification octobre. Ça me semble raisonnable pour les travaux que vous menez. Pour autant, le cabinet nous a informé qu'il envisageait de porter la date d'application définitive de la certification en juillet 2027. À titre personnel, et à la lumière effectivement de la nécessité d'habilitation COFRAC des organismes qui seront amenés à réaliser cette audit pour délivrer la certification, je crains malheureusement que le délai soit insuffisant pour garantir la certification de ces milliers d'entreprises. Qu'en pensez-vous vous-même? Est-ce que dans ce cadre-là, vous pourriez peut-être faire profiter de votre expérience à la lumière des autres certifications menées et qui bénéficient également de l'habilitation COFRAC? Alors, en fait, la question que vous posez, c'est d'une part le calendrier et d'autre part la montée en charge, qui n'est pas tout à fait la même, mais c'est indirectement lié quand même là-dedans. Le calendrier, l'HAS n'a pas la main. Vous le savez très bien, c'est le ministère, et je dirais encore heureux, il revient au pouvoir public d'en décider. Non, il faut se rendre compte de toutes les inconnues que nous avons. Combien d'organismes vont être accrédités par le COFRAC? Donc, c'est-à-dire, combien? Comment nous allons être capables, nous, de garantir dans des délais brefs les 3 étapes indispensables pour nous de la certification, qui sont d'abord les documents attendus, qu'on doit pondre, qu'on doit vous envoyer, que vous devez préparer. Ensuite, il y aura un audit sur site. Il n'y a pas de secret, je veux dire, c'est que comme ça qu'on pourra évaluer. Puis ensuite, il y aura le rapport et l'analyse. Alors, pour ajouter sur le calendrier, nous considérons que selon la taille de l'entreprise, il faudra entre 3 et 6 mois pour une procédure de certification. Donc par rapport aux dates qu'on vous a annoncées, il faut savoir si cette date, c'est le moment où on est certifié ou c'est le processus s'engage. Parce que nous disons, nous avons une inconnue, c'est le nombre de prestataires qui vont être à évaluer. Voilà. Merci beaucoup Lionel Collet pour tous ces éclairages. Merci Alexandra Duvauchel et Nathalie Crevieux. Vous pourrez retrouver cet échange sur la chaîne YouTube La Télé d'EPSAD et toute la journée, retrouvez-nous sur le stand F38 à Santexpo. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.